Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Un mort, plusieurs dizaines de villages toujours isolés par la neige. C'est le bilan ce matin de la situation en Corse, une situation qui est toujours assez critique. Depuis 2 jours, plusieurs villages doivent être ravitaillés par hélicoptère. Et si le plan Orsec n'a pas été officiellement déclenché, toutes les conditions de sa mise en place n'en sont pas moins réunies. Les régions les plus touchées en Corse sont le centre et le nord de l'île. En voici des images. La Porte, Campile, Campitello, Saint-Laurent, Val d'Alzan. Depuis samedi dernier, 40 villages et hameaux du centre de l'île, de la région bastiaise et de la Haute-Balagne sont coupés de tout moyen de communication avec le reste de l'île. Dans ces régions, il est impossible de circuler, et les rares automobilistes qui ont tenté de briser le taux de neige ne parcouraient que quelques dizaines de mètres sur des routes impraticables. Des murs de neige et de glace si épais, par endroits la neige atteint 5 à 6 mètres de hauteur, que dans le secteur de Piedicroce, il a fallu 6 heures à un chasse-neige pour dégager 1 kilomètre de route. Pour les habitants, les problèmes les plus angoissants sont ceux des malades et du ravitaillement. Alors, au prix de grandes difficultés, hommes et hélicoptères interviennent. Les hommes, à pied, parfois aidés de mulets montagnards, tentent d'établir des liens avec les villages isolés. Pour ces villages privés d'électricité et de téléphone, il est difficile de connaître leurs besoins. Alors systématiquement, les hélicoptères font des largages de pain, des missions difficiles, le mauvais temps rendant le plafond de visibilité très bas. À terre, 40 engins, sachenaises et bulldozers déblaient peu à peu les routes. La Corse, qui n'est pas habituée à de telles conditions atmosphériques, manquant de moyens pour lutter contre la neige, a fait appel aux ponts et chaussées des Alpes-Maritimes et du Var. Monsieur Météo, quelles sont vos prévisions pour la situation en Corse? Eh bien écoutez, l'épisode pluvieux orageux que la Corse a connu touche à sa fin, bien que pour demain on maintienne sur ces régions des averses encore, mais sans aucune mesure avec ce que la Corse a connu au cours de ces derniers temps. Alors en ce qui concerne maintenant le type de temps pour le week-end, en gros, c'est du beau temps sur les régions méditerranéennes et bien sûr sur la Corse, contrairement à ce qui semble paraître sur cette carte, et puis sur le reste du pays, le matin, gelé et brouillard, mais gelé en atténuation, et l'après-midi, du beau temps ensoleillé. Bref, un retour vers des conditions normales. Ah bon, ok. Merci, Monsieur Météo. Une dépêche qui vient de me parvenir. Battu aux dernières élections législatives, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur René Pleven, et le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Maurice Schumann, présenteront demain leur démission, croit-on savoir, dans les milieux bien informés. C'est une dépêche de l'AFP. On connaît maintenant le nom du 488e député sur 490 de la nouvelle Assemblée nationale. C'est M. Zuccarelli, Union de la gauche, qui a été élu à Bastia, battant M. Giacomi, député UDR sortant. Ce résultat est acquis malgré l'absence des résultats dans plusieurs communes bloquées par la neige, mais dont le score ne pourrait de toute façon rien changer. En France, dans tous les états-majors politiques, on prépare activement la prochaine rentrée parlementaire du 2 avril. Ainsi, depuis ce matin à Paris, les élus du mouvement réformateur sont réunis sous la présidence de leurs 2 leaders, messieurs Lecanoë et Servan-Schreiber. Au cours de cette réunion, ils vont tenter de former un groupe parlementaire. Pour cela, il faut, vous le savez, rassembler 30 élus. Pour le moment, 34 députés auraient fait savoir qu'ils seraient désireux de participer à ce groupe. Et c'est sans doute M. Durafour, député maire de Saint-Étienne, qui sera appelé à présider ce groupe réformateur. Les réformateurs devront également décider de leur participation ou de leur non-participation à la majorité. Hier, le Parti socialiste avec M. Mitterrand et l'UDR avec M. Perfit ont livré aux journalistes leurs réflexions après les résultats des législatives. M. Mitterrand a demandé que la nouvelle Assemblée adopte les propositions du programme commun de la gauche, ainsi que celles contenues dans le discours-programme de M. Mesmer à Provins. Et de son côté, M. Alain Perfit a précisé que la prochaine législature voterait l'ensemble du programme de Provins, le calendrier des priorités étant établi en accord avec le gouvernement et la majorité. Depuis 3 mois, depuis la clôture de la dernière session parlementaire, l'Assemblée nationale était déserte et silencieuse. L'animation a brusquement repris hier avec l'arrivée massive des nouveaux députés qui viennent l'un après l'autre accomplir les formalités administratives indispensables. Pour certains d'entre eux qui vont siéger pour la première fois à l'Assemblée, c'est tout d'abord la visite des lieux, quelquefois en famille, vous allez le voir, avec un reportage de Jacques Hébert.
L'écharpe du député, un historique de l'Assemblée nationale, un agenda de bureau, un portefeuille, un agenda de poche, 2 insignes appelés baromètres, un porte-insigne, enfin un macaron pour voiture, le tout présenté dans un porte-document noir. C'est le pactage auquel chaque député élu a droit. Vous savez que vous allez bénéficier d'une carte SNCF qui va vous donner droit à voyage gratuit sur l'ensemble du territoire, que vous aurez avant la rentrée parlementaire. Après avoir reçu tous ces attributs, ce sont les longues et fastidieuses formalités administratives. Oui, vous aurez uniquement la caisse à m'indiquer. De toute façon, ça m'intéresse surtout au cas où vous comptez continuer à exercer une activité professionnelle parallèlement. Non. Je vous demande de prendre place. Puis c'est la séance photomaton, séance qui a pour but d'obtenir une photo qui s'insérera dans l'annuaire des députés, annuaire appelé trombinoscope. Vous gardez vos montures? Oui, gardez-moi. Alors je vais vous passer une monture sans verre, à cause des reflets. Oui. Parti. Oui. Je vous demande de bien vous centrer dans le milieu de la glace. Oui. Voilà, très bien. Alors ne bougez plus, soyez pas trop sévère, Non. regardez bien droit devant vous. Très bien, ça. Enfin, pour ceux qui ne les connaissaient pas, visite des lieux et notamment de l'hémicycle, recouvert encore de bâches anti-poussière. Alors les enfants, regardez, écoutez. Regarde, les communistes siègent là-bas. Et puis là, le centre, tu vois. Moi, je vais siéger là, au centre, tu vois. Le formateur, ça va siéger au centre. Puis là, ça, c'est les conservateurs, là-bas. Alors, vous voyez, là-haut, ce sont les tribunes du public. Et puis les tribunes réservées à la presse. Des tribunes... Oui, et là, tu vois, de très grands hommes politiques ont parlé à cette tribune. Tous ceux que tu as pu entendre parler dans ton livre d'histoire, Clémenceau, Ouais. Tu vas faire des Victor remarques? Hugo, Lamartine. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas rater la séance de judo, les enfants. Allez. C'est ce matin, peu avant midi heure locale, que les 2 pilotes américains, faits prisonniers il y a 5 ans en Chine, ont été libérés et ont traversé la frontière à Hong Kong. Et alors qu'au Sud-Vietnam, les échanges de prisonniers se poursuivent, conformément aux accords de Paris, un incident très grave a rappelé cette nuit combien la paix là-bas pouvait être précaire. C'est un incident dont on ne connaît que l'effet brut. Plusieurs grenades ont été lancées dans la pagode d'un petit village du delta du Mékong. 17 personnes ont été tuées et 88 autres blessées. Un attentat dont on ne sait pas qui en est le responsable. Mais je vous le disais tout à l'heure, au sud, les échanges de prisonniers vietnamiens se poursuivent, tout comme au nord d'ailleurs, la libération des prisonniers américains. À cet égard, de nouvelles images exceptionnelles nous ont été envoyées ce matin de Hanoï. Pour la première fois, le Nord-Vietnam a autorisé la présence d'une équipe de la télévision américaine à filmer l'avant-dernière libération de prisonniers de guerre. Ces images sont des documents car vous découvrez comme nous pour la première fois le célèbre camp de prisonniers situé au centre d'Hanoï, camp qui renferme des pilotes américains abattus par la DCA et les missiles nord-vietnamiens. Le Nord-Vietnam a ainsi relâché dans les délais prévus les 3/4 de prisonniers américains qu'il détenait. Dans le même temps, les autorités sud-vietnamiennes ont relâché près de Quang Tri 1200 prisonniers vietcong et nord-vietnamiens. C'est sous le contrôle des membres de la CIC, qui groupe les Canadiens, Indonésiens, Hongrois et Polonais, que la libération de ces pilotes américains a pu se faire. Tous ces hommes, malgré des conditions de vie difficiles, ces images le prouvent, paraissent en bonne santé. 1 heure avant leur départ, les Nord-Vietnamiens ont remis aux prisonniers américains des chemises et des pantalons neufs. Selon les observateurs sur place, ces hommes sont encore très choqués par leur détention. Certains d'entre eux vivent dans ce camp depuis 1967. Et ce n'est qu'à la vue des officiers américains venus les chercher à Hanoï qu'ils se sont détendus quelque peu. Transportés à bord de cars vers l'aéroport d'Hanoï, les 108 prisonniers ont traversé la foule et on ne peut s'empêcher de réfléchir à cette guerre et à ses conséquences lorsque l'on voit ces enfants nord-vietnamiens dire au revoir à ces prisonniers. 3 avions de transport C-141 attendaient les prisonniers libérés à l'aéroport de Gia Lam, près de Hanoï. Aucun prisonnier n'a parlé aux journalistes présents qui assistaient à l'arrivée des cars sur l'aérodrome. En traversant Hanoï, les 108 prisonniers américains avaient pu apercevoir les dégâts provoqués par les derniers raids de B-52. S'avançant
Un par un, à l'appel de leur nom, les prisonniers ont salué les officiers américains qui les attendaient avant de monter dans les avions qui les dirigeaient vers la base Clark aux Philippines. Parmi les spectateurs qui assistaient à cette dernière cérémonie, quelques soldats nord-vietnamiens dont le regard se passe de commentaires. Des images commentées par Christian Brincourt. On pouvait imaginer que cela n'arriverait plus après la spectaculaire normalisation des rapports entre les deux Allemagnes. Ce matin, un Allemand de l'Est qui tentait de se réfugier à Berlin-Ouest a été tué par des gardes frontières de la RDA. Pour la 4e fois dans son histoire, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ailleurs qu'aux États-Unis. Le Conseil est en effet réuni depuis ce matin à Panama, avec précisément à l'ordre du jour, entre autres, le problème du canal de Panama et le problème de son éventuelle indépendance. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Monsieur Arthur Comte, le président directeur général de l'ORTF, s'est adressé ce matin sur nos circuits intérieurs de télévision au personnel de l'Office. Monsieur Arthur Comte a fait le point des 5 batailles qu'il entend mener dans les domaines suivants: la loyauté, l'honnêteté, la qualité et l'harmonisation des programmes techniques, et enfin l'unité et la sécurité de l'ORTF. Pour ce qui concerne l'harmonisation des programmes, M. Arthur Comte s'en entretiendra ce soir à 19h30 sur la 2e chaîne avec Pierre Sabag, puis demain à 20h30 sur notre chaîne, la première, avec Jacqueline Baudrier, et enfin avec le directeur de la 3e chaîne, Jean-Louis Guillot, lundi prochain à 19h40. En football, 5 rencontres comptant pour les 8e de finale de la Coupe de France ont été disputées hier soir. Lyon-Saint-Étienne et le Red Star se sont qualifiés aux dépens de Bordeaux, Sochaux et Arles. Les 2 matchs les plus indécis étaient Lille-Marseille et Reims-Nîmes. Voyons-en maintenant quelques principaux extraits. Les rencontres du genre Lille-Marseille étant rares sur le plan régional, et ce depuis trop longtemps, les nordistes avaient rempli le vieux stade Henri Joris, malheureusement trop petit pour accueillir tous ceux qui désiraient suivre cette 2e édition. 20 000 spectateurs pourtant, plus de maturité et de métier chez les Marseillais, mais davantage d'engagement physique chez les Lillois qui jouent ici en maillot foncé et qui attaquent par Alain Vérove, promu ailier droit. Les Lillois se méfiaient de Keita et ils avaient raison. Beaucoup de chants ici pour le Malien qui marque le premier but de la partie. Après avoir effacé 2 adversaires, nous allons revoir ce but marseillais. Ducé sorti au devant de Keita et battu. Il y a 32 minutes que l'on joue. Mais c'était prévisible, les Lillois abordèrent le match plus contracté qu'à l'aller. Il est vrai que les rôles avaient changé. Pourtant, à quelques minutes de la mi-temps, alors qu'ici une action de Descott, une faute de main que l'arbitre, M. Pogé excellent, n'a pas sifflé, à quelques minutes de la mi-temps, les Lillois avaient l'occasion d'égaliser par Levavasseur. Ici, de Martigny, l'ailier gauche, Fouillou, l'un des meilleurs acteurs des 22, qui centre encore. Mais la reprise est bien arrêtée par Carnu qui, déséquilibré, tombe. Mais la reprise de Levavasseur n'est pas assez enlevée et Carnu peut arrêter facilement. Et alors que l'on s'acheminait vers les prolongations, Keita, trop malmené, devait obtenir un coup franc immédiatement tiré et qui permettait à Grèce de marquer le but vainqueur. Voici le tir de Gilbert Grèce. Pour Lille, la seule équipe nordiste qui demeurait qualifiée, la coupe est passée, reste le championnat et le retour possible en première division. Les Nîmois en maillot sombre attaquaient la rencontre avec détermination. Au match aller à Nîmes, ils avaient déjà triomphé du stade de Reims 2-1. Les 18 000 spectateurs massés dans les tribunes du stade Auguste Delaune espéraient pourtant voir les Rémois remonter le handicap. En fait, dès les premières minutes, ils ne purent que constater la supériorité nîmoise. Les Rémois, notamment par Rico, menaient bien quelques bonnes actions, mais la pression nîmoise allait en s'accentuant. Et à la 34e minute, l'araignée laissait passer Boiron qui battait Aubourg. Nîmes 1, Reims 0. À la mi-temps, on ne croyait plus aux chances rémoises. À la reprise chez les visiteurs, Pirmayer remplaçait Mathieu. En ce début de seconde mi-temps, le stade de Reims prenait le contrôle du jeu et réussissait à mettre la défense nîmoise en danger pendant une quinzaine de minutes, sans parvenir pour autant à égaliser. Privé de Georges Lèche, l'attaque rémoise semblait désorganisée
d'autant plus qu'Aunis était sévèrement marqué. Et pourtant, à la 53e minute, sur un coup franc tiré de la droite par Rico, l'Araignée récupérait la balle et tirait. Landy était battu, mais la balle sortait, c'était la dernière occasion pour les Rémois d'égaliser. Quelques minutes plus tard, Nîmes Olympique allait profiter d'une nouvelle erreur de la défense locale. Vergne battait au bourg sans difficulté. 2-0 pour les Nîmois, le résultat est sans appel. Les Rémois ont joué leur plus mauvais match de la saison. Par contre, plusieurs victoires sont à noter dans la Coupe du Monde de ski qui se déroule en ce moment à Naiba au Japon. D'une part, Jean-Noël Augère a remporté le slalom masculin devant un Allemand et un Italien. Quant au slalom géant féminin, c'est l'Américaine Marilyn Cochrane qui a remporté l'épreuve. Il existe à Paris depuis quelque temps une sorte de club ouvert à tous et qui peut constituer une sorte de banc d'essai idéal pour des jeunes attirés vers des métiers du spectacle et auxquels les attachés de presse à la mode n'accordent pas toujours beaucoup d'attention. Cela s'appelle le Hootenanny Club. C'est une idée héritée des campus américains. Ici, tu marques sur un papier pour à chaque fois. Tu marques ton nom et le style que tu fais. Je vois c'est sa composition, je mets composition. Alors tu marques auteur, compositeur. Hootenanny, en fait, c'est un spectacle improvisé. C'est un spectacle où tous ceux qui veulent venir s'exprimer peuvent le faire. Et j'insiste bien là-dessus. Tous, absolument sans sélection, sans audition préalable. Pour essayer de permettre au plus grand nombre possible d'artistes de se produire en public. Ça n'est pas facile par les temps qui courent, à Paris surtout. Sorti de 2 ou 3 music-halls, de quelques cabarets, il est impossible aux jeunes artistes de s'exprimer. On essaie de faire quelque chose dans ce sens. Mais d'en voir aussi souvent comme symbole de bonheur sur des nappes et des torchons. Y a-t-il des artistes qui sont passés chez vous, qui soient devenus célèbres? Il y a par exemple Rissé Barrier, qui est vraiment un de nos fidèles en ce moment, et qui vient essayer ses chansons américaines en vue d'une tournée aux États-Unis. J'aime Claudel, la série noire, le tout dernier film de Godard. J'ai 18 ans, j'aime les fleurs, vos 35 ans ne me font pas peur. On ne vise pas un public d'étudiants, ce serait faux de penser ça. Nous visons le public et les artistes en général. C'est vraiment ouvert absolument à tout le monde, sans distinction de nationalité, de sexe, de qualité professionnelle ou amateur. Fly, de dikke fly, de hop fly, de dikke fly, de top fly, de dikke fly, de top fly. Als die fly, de dikke fly, de hop fly, de dikke fly, de top fly, de dikke fly, de top fly. Als die pijker, dikke pijker, hop een pijker, dikke pijker, dikke pijker, dikke pijker, top een zee. Als die pijker, dikke pijker, hop een pijker, dikke pijker, top een pijker, dikke pijker. Notre magazine maintenant. De plus en plus de femmes originaires de la campagne sont victimes de ce que l'on appelle l'exode rural. Elles n'ont généralement pas ou peu de formation professionnelle et éprouvent un certain nombre de difficultés pour s'intégrer dans l'activité des grandes villes. Que peuvent-elles faire? Un certain nombre de réponses que leur propose aujourd'hui notre partie magazine. L'exode rural. On en a beaucoup parlé, on en parlera encore. C'est la rançon du progrès des techniques. Cet exode touche particulièrement les femmes, les éternelles oubliées. Le problème, permettre à celles qui doivent partir pour la ville d'accéder à leur nouvelle vie
dans les meilleures conditions possibles. Cela signifie d'abord apprendre un métier. Un reportage d'Anne Gaillard et de Karel Prokop. Ces femmes qui désertent le monde rural pour appartenir à celui de l'industrie, du commerce ou des bureaux, ce sont les mutantes agricoles. Mais pour elles, pas question d'arriver à la ville sans une formation leur permettant de choisir un métier, ni d'accepter n'importe quel emploi dans n'importe quelles conditions, comme c'était trop souvent le cas. Bécassine n'existe plus. Mon métier consiste à diriger une trentaine de personnes qui sont ici pour faire le service, l'entretien de la maison. J'ai des contacts avec les fournisseurs, les représentants, puisque c'est moi-même qui, en établissant les menus, dois faire les commandes, passer les achats. J'ai la responsabilité de cet établissement. Mais leurs salaires seront peu élevés et leurs conditions de vie difficiles. Elles le savent et malgré cela, elles quittent leur campagne. Pourquoi? Certaines jeunes filles sont restées à la ferme chez elles et puis voilà que le frère aîné se marie, sa femme vient habiter sur la ferme. Il est évident qu'à ce moment-là se posent des problèmes et qu'au fond il y a des gens de trop. Alors qui est-ce qui part? Bien sûr c'est la sœur. Je n'aurais pas pu rester à l'exploitation de mes parents, puisqu'en général, ce sont toujours les garçons qui reprennent l'exploitation. Il n'y a pas de débouché, alors forcément je vais aller en ville, parce que c'est la seule solution pour moi. C'est normal qu'une jeune fille maintenant trouve un emploi ailleurs que dans la ferme, lorsqu'elle n'a pas de place. Elles étaient donc sur l'exploitation de leurs parents, et elles étaient des aides familiales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une aide familiale? C'est évident que c'est un statut, c'est un rôle un peu particulier. Elles faisaient un peu tout, quoi. Où est-ce qu'elles ont été à l'école pour la plupart? Certaines sont allées jusqu'au certificat d'études, dans un premier temps. Ensuite, d'autres sont allées dans les maisons familiales. Et en gros, en général, c'est un petit peu le cycle de leur scolarité. Je suis allée en maison familiale et je suis restée travailler à la ferme pendant 5 ans, jusqu'à 22 ans. Alors à 22 ans, j'ai décidé de reprendre une orientation professionnelle. Les maisons familiales rurales, 1 semaine à l'école, 2 semaines à la ferme. Méthode peut-être suffisante pour celles qui restent à la campagne, mais qui permet difficilement d'accéder à un stage de formation sans une période de préformation. La préformation consiste en 12 semaines à informer et à orienter les stagiaires, d'une part, et ensuite, pendant ces 12 semaines, on essaie de faire un rattrapage scolaire. Lorsqu'elles arrivent chez vous, est-ce qu'elles sont très perdues, très perturbées? Écoutez, lorsqu'on est obligé de quitter son milieu, sa famille, pour une expérience et on ne sait pas très bien où elle vous amènera, il est évident que humainement c'est quand même un sacré problème, quoi. Et le premier jour, lorsqu'elles débarquent, c'est évident qu'elles sont un petit peu, il y a de la crainte, quoi, voire de l'angoisse. Je vous invite à réfléchir maintenant sur le repas à partir de ce texte-ci. Ce regard neuf qui nous découvre le secret des choses et qui nous est source d'émerveillement. Il n'est pas nécessaire... Officiellement en surnombre sur l'exploitation familiale et justifiant d'1 an d'exercice dans la profession agricole, elles ont droit à un carnet de mutantes et sont prises en charge à ce titre par la formation permanente. Elles sont rémunérées sur la base de 120% du SMIC ou de leur salaire antérieur. Le centre étant rarement à proximité de leur domicile, elles ont la possibilité d'être pensionnaires pour une somme modique. À côté d'un enseignement théorique, composé principalement de mathématiques, de langue, d'économie, de comptabilité et de dactylographie, des stages pratiques. On a une formation qui se fait sur 20 mois et on a 4 stages. Et ce stage consiste à faire surtout du pratique, des travaux manuels, parce que la profession que j'ai choisie est l'économa. Alors pour diriger une maison collective, il faut obligatoirement connaître un petit peu de travaux pratiques pour pouvoir les diriger. Il faut connaître aussi la présentation, les quantités des denrées, les qualités, les prix. De quelle quantité il vous faut pour... Il nous en faut au moins 100 kilos, 100, 120, 120 ah, kilos. Ça s'achète au pour kilo? un repas, oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce stage?
qui me plaît, ben, l'entretien, la plonge et le service de table, tout le côté pratique, mais aussi d'accueil. Et qu'est-ce que vous espérez faire après ce stage? J'espère pouvoir rester dans un centre à la campagne, ça me ferait plaisir. Le centre de formation, c'est l'ambiance retrouvée d'un sympathique pensionnat. Le stage pratique, loin du milieu familial et en dehors du centre, c'est pour la plupart le premier vrai contact avec la ville. Quelques exceptions, certaines jeunes femmes, déjà salariées d'organisations para-agricoles en milieu urbain, suivent un stage de formation permanente pour se réorienter. Vous n'auriez pas voulu faire une carrière dans la banque comme vous aviez commencé? Non, pas du tout. C'était un emploi de bureau et ça ne m'intéressait absolument pas. Il n'y avait aucune responsabilité. C'était trop sédentaire. Peu de contact avec les gens, ce qui m'intéressait énormément. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Pour les contacts, les responsabilités et la possibilité de formation permanente après, puis peut-être un poste de direction, mais beaucoup plus tard. Je crois qu'on peut y arriver par l'économat. Qui dit école, dit examen. Premièrement, augmenter le rendement au travail d'une personne. Deuxièmement, diminuer sa fatigue. Alors, intégration... De retour au centre, ce qu'elles auront appris au cours des stages pratiques fera l'objet d'un examen minutieux. Élèves et professeurs, constitués en jury, chronomètrent, observent et notent les fautes. L'économat et la gestion de collectivités ne sont pas les seuls débouchés possibles. Le secrétariat, la comptabilité, le commerce, les conseillères agricoles, la préparation aux carrières sociales et paramédicales et aux techniques de laboratoire. Outre ces stages, fréquentés surtout par les anciens agriculteurs, les jeunes femmes de la campagne peuvent, comme tout le monde, participer à ceux de l'AFPA, l'Association pour la formation professionnelle des adultes, qui propose d'autres types de formations. En ce moment, je fais un stage FPA pour devenir sténodactylo-correspondancière. Est-ce que vous êtes nombreuses à venir de la campagne et à suivre ce stage de la FPA? De la campagne, non, il n'y en a pas tellement parce que les filles de la campagne ne connaissent pas la FPA. À la ville, déjà, elles connaissent un peu plus. Mais en campagne, c'est complètement inconnu. Et vous êtes payés, je crois? Nous sommes payés, effectivement, 90% du SMIC. Tout déduit, il me reste 55 000 francs en déduisant la nourriture. Vous avez mis combien de temps à obtenir la possibilité de faire ce stage? En principe, on attend 18 mois, 2 ans. Mais j'ai eu de la chance, j'ai attendu un peu moins, enfin 3-4 mois à peu près. Mais normalement, c'est nettement plus. Et quelle situation espérez-vous à la fin de ce stage? Oh, c'est un emploi de bureau, mais avec des possibilités de devenir secrétaire. Il y a des possibilités de promotion pour si on veut s'en donner la peine. J'ai besoin de travailler, oui, parce que faut que j'élève mon fils. Hein, et il faut que je trouve un travail qui me permette de l'élever convenablement. Pour débuter, je compte pas plus de 1100 francs par mois. Ça vous suffira? Si je reste à la campagne, je peux y arriver, de juste, mais enfin, j'espère y arriver. Mais en ville, ça sera plus que juste. Et votre fils? Si j'habitais à la campagne, je pourrais le reprendre tous les soirs. Alors ça serait plus pareil. Je l'élèverais moi-même, quoi. Ouais, je ferai tout mon possible pour revenir à la campagne, même si j'ai besoin de refaire un stage ou quelque chose comme ça, je tenterai. Parce que j'aime pas la ville. Et la campagne, c'est mieux pour moi. À la campagne, je peux faire ce que je veux, hein. Tandis qu'en ville, il faut déjà faire attention aux voisins. On ne peut pas se promener librement comme on veut. Et puis, faut toujours courir, toujours se précipiter. Le train, le métro pour les Parisiens, des choses comme ça. Tandis qu'à la campagne, ben, on est tranquille dans son coin, on fait ce qu'on veut. On vit à son rythme propre, au rythme des saisons, quoi, si on veut. Rester à la terre, c'est le vœu de la plupart des femmes et filles d'agriculteurs. Pour elles aussi,
se pose le problème de la formation permanente. Jeudi prochain, 13h Magazine sera consacré à la suite du reportage d'Anne Gaillard et Karel Prokop. Pendant que ce magazine était diffusé, on m'a apporté une dépêche qui vient de Lyon. Deux ressortissants jordaniens qui transportaient 12 kilos de plastique dans une voiture ont été arrêtés par la police. Et au cours de leur premier interrogatoire, les deux Jordaniens ont déclaré qu'ils venaient de Damas et qu'ils se rendaient à Paris pour commettre un attentat contre une ambassade d'un pays arabe, une ambassade qui n'a pas été précisée. Le dollar à nouveau en baisse aujourd'hui à la Bourse de Paris, à l'ouverture des deux marchés commerciaux, baisse également à Francfort, mais là, rien de très nouveau, Gérard Vidalange. Oui, disons qu'après 2 jours de relative fermeté, le dollar a un petit peu faibli ce matin. Il y a tout de même des variations, si vous voulez, au jour le jour. Je crois tout de même que le sentiment qui est partagé, si vous voulez, par les banquiers, par les professionnels, par les observateurs des mouvements monétaires, eh bien, on va tout de même vers une détente, vers une sorte d'apaisement. Je pense que l'axe monétaire Bonn-Paris joue un rôle très important. Le Deutschmark a été revalorisé 4 fois. La France a fait une concession importante en acceptant la flottaison du franc, flottaison concertée avec 6 autres monnaies européennes. C'est maintenant au tour des Américains d'intervenir. On saura s'ils veulent accepter de défendre le dollar, et ceci sera précisé justement vendredi lors d'une réunion importante monétaire et surtout à l'ouverture du marché, à la réouverture du marché des changes lundi. Alors, si les Américains ne jouent pas le jeu, eh bien, ils semblent bien et laissent faire, si vous voulez, et continuent à empoisonner les Européens. Il y aura encore un vagabondage des dollars, mais les Européens ont une arme de dissuasion importante qui serait une surtaxe de change qui frapperait les produits américains. Mais si les Américains jouent le jeu, eh bien, il semble que le dollar puisse tout de même trouver son équilibre. Les valeurs françaises aujourd'hui sont en baisse après la forte hausse des 2 dernières séances. Ceci est normal. Les transactions, en tous les cas, pour ces 2 journées ont été énormes, presque fabuleuses. 1,250 milliard en 2 séances. Rappelez-vous le grand emprunt national 7% qui avait été lancé il y a quelques semaines avant les élections, avait rapporté 6,5 milliards, donc en 2 jours, le 5e de cet emprunt si vous voulez, a représenté un volume d'échange à la Bourse de Paris. Les valeurs françaises sont en baisse, oui, mais les écarts sont tout de même pas trop sensés. Vous voyez que Rhône-Poulenc a perdu 1 franc ou 2 francs, Péchinet Eugène Kuhlmann 1 franc, Saint-Gobain qui avait dépassé la cote 200 eh bien, est légèrement au-dessous de cette barre. Je crois que tout ceci était logique. Vous voyez que tout de même il y a encore des hausses sur l'auxiliaire d'entreprise, chimique routière, donc encore les autoroutes, encore les constructions de logements sociaux, je pense que c'est l'avenir pour 73, et des baisses, bien sûr, après les fortes reprises de ces derniers jours. Carrefour, par exemple, qui perd 95 francs. Voilà tout de même une affaire dont l'estimation en bourse dépasse 3 milliards, ce qui représente l'estimation de 5 autres grandes affaires de magasins comme le Casino, les Nouvelles Galeries, Printemps, La Redoute et Doc Raymond. L'or a remonté un petit peu aujourd'hui, 11 750 comme vous l'avez vu, contre 11 670, alors que la rente Pinet est à son même cours, 211. À noter que cet emprunt de 7% dont je vous avais parlé tout à l'heure, eh bien, est à 1007 francs 80. À vous, Claude Brovelli. Merci de votre attention et bon après-midi.